Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast où on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga et de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial dans la mesure où j'invite Laura, Yogini Laurita sur Instagram. Vous devez sûrement la connaître si vous me connaissez depuis quelques temps. On a déjà créé un programme ensemble, Yoga Mon Amour, et à l'occasion de la sortie de notre second programme, Yoga Ma Création, dans lequel on a vraiment à cœur de vous proposer les bases pour commencer à construire votre pratique de yoga en toute autonomie, on a décidé de faire un podcast qui va nous parler d'autonomie. Avant de lancer la discussion, on est vraiment désolé. On n'a pas anticipé le fait qu'on allait beaucoup trop parler avec nos mains. On était beaucoup trop enthousiastes et excités, je pense, pour ce premier podcast. Donc on a pas mal bougé les mains, fait du bruit sur la table. Donc ça va s'entendre un petit peu au niveau du podcast. On a essayé de faire de notre mieux. Mais il y a quand même certains bruits, donc ça peut peut-être vous déranger si vous nous écoutez simplement. En vidéo, c'est peut-être un peu moins dérangeant. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire le retour si ça a vraiment été quelque chose qui a pu gêner votre écoute. On en est encore une fois totalement désolé. On fera mieux les prochaines fois. Je pense qu'on sera un peu moins excités de se retrouver. Et surtout, on aura pris conscience de la sensibilité du micro. On vous laisse donc avec la discussion, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Bonjour et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode. Donc vous voyez, je suis accompagnée, si vous nous regardez sur YouTube, de la chère Laura. Bonjour Laura. Bonjour Isa. On se dit bonjour alors qu'on est ensemble depuis hier soir, mais tout va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de autonomie. Voilà, donc autonomie en yoga. Donc on va avoir 3 parties dans ce podcast. La première partie, on a pensé que c'était bien de prendre un temps pour poser les bases, donc définir un petit peu l'autonomie. Ensuite, on va parler des difficultés qu'on peut avoir autour de l'autonomie. Ensuite, la troisième partie, ça va vraiment être l'autonomie et le yoga. Donc Quand même. voilà. Vous savez que si vous êtes là, il y a toujours un petit peu de yoga. Et ensuite, on finira par une conclusion et ouverture. Donc installez-vous ou continuez de faire ce que vous faites, les courses, marcher, que sais-je. Et on va pouvoir tout de suite commencer par nos définitions de l'autonomie. Alors, je te laisse commencer. Alors, vous savez peut-être que j'ai fait des études en ergothérapie, et c'est vrai que en ergothérapie, tout ce qui va être autonomie, dépendance, indépendance, en fait, c'est un vocabulaire qu'on utilise très très fréquemment, sauf que pour bien l'utiliser, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc c'est vrai que en ergothérapie, l'autonomie pour nous, ça va être la liberté de faire des choix en considérant des éléments internes et externes et d'agir en fonction de ceux-ci. La dépendance, ça va être le fait d'avoir besoin d'aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne dans la vie de tous les jours et de manière satisfaisante. Donc c'est vrai qu'on voit parfois que finalement, on peut être autonome avec une dépendance. Et je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que dans le vocabulaire courant, moi j'ai souvent dit « je veux être indépendante », alors qu'au final, ce que je voulais vraiment, c'était être autonome. Et je pense que c'est parfois important de bien placer les bases pour comprendre de quoi on parle. Complètement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que sur le côté, du coup, je vais parler de ce que je connais un petit peu plus, c'est-à-dire la philo. Et c'est vrai qu'en philo, on a peut-être parfois aussi... bon, déjà, en philo, faut bien définir ces termes. Mais moi, ça m'évoque, tu vois, cette partie de la connaissance de soi. En fait, quand je pense à... finalement, dans autonome, il y a ce auto. C'est quelque chose qui nous amène vers le soi, et donc dans la connaissance de soi, la gestion de soi-même, effectivement, ne veut pas dire ne pas dépendre des autres. Être toujours dans l'interdépendance, que ça soit typiquement dans les philosophies du yoga, quand on parle d'impermanence, ou même quand on parle des concepts, je sais pas si ça vous parle, mais comme le dharma, il y a vraiment cette notion du collectif peut-être, ou de notre place au sein de quelque chose de plus grand que nous. Donc, sans pour autant qu'on n'ait pas justement cette quête du soi, cette essence qui nous correspond, qui est peut-être, selon par exemple les traditions hindoues, l'Atman, qui est notre essence la plus pure. Donc, je suis quand même assez d'accord. Ça me parle assez quand tu parles d'autonomie et de dépendance, parce que je trouve qu'effectivement, très souvent, ce qu'on va chercher, c'est plutôt être autonome plutôt que être indépendant, ou en tout cas isolé.
Mmh. Mmh. Non, tu tout à fait raison. Tu as parlé de dharma, est-ce que tu serais d'accord pour, l'expliciter très rapidement? Ouh là là, la notion de dharma, bon, notion assez fâcheuse, hein. Il y a beaucoup de Mmh. sens, donc le sanskrit, est une langue qui se prête est une langue qui n'a pas, qui est un petit peu difficile à traduire parce que chaque notion en sanskrit aura énormément de définitions. Mmh. Donc, voilà, déjà je le place et voilà, c'est un peu compliqué de donner une définition comme ça. Mais le dharma, très souvent, on va l'associer avec la notion de sens du devoir, Mmh. c'est-à-dire à notre place, enfin et en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, à notre place dans la société. Si on voulait donner par exemple une définition plus moderne et notre rôle dans la société. Sans OK. pour autant enlever l'individualité Mmh. de la personne, enfin voilà. Donc voilà, sens du devoir, rôle. Merci, c'est super clair et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu viens d'exprimer parce que on est tous interdépendants Mmh, et c'est vrai que je m'en suis vraiment rendu compte et on a eu un cours en première année d'ergothérapie où on nous montrait que finalement, pour avoir du pain, en fait, il y a énormément de mmh, dépendance. Il y a la dépendance au boulanger, mmh, à la personne qui avait les champs, au blé et cetera et ouais, cetera et le blé est dépendant du soleil, de l'eau ouais, et en fait, c'est illusoire de vouloir atteindre l'indépendance. ouais, Tandis que complètement. l'autonomie, c'est beaucoup plus accessible normalement. Et ça a beaucoup plus de sens aussi. Exactement. Mmh mh. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager, pour toi, dans ta vie quotidienne, Oui. quand est-ce que tu te dis: «Je suis autonome»? Bah, encore une fois, hein, moi je me pose beaucoup de questions tous les jours dans ma vie. Je suis un questionnement permanent par rapport à tout ça, mais c'est vrai que dans ma vie, je me sens autonome quand j'ai l'impression que je fais des choix conscients et c'est aussi c'est cet âge ou ces moments peut-être dans ma vie où je vois peut-être avec un petit peu plus de clarté où j'en suis et qu'est-ce qu'il me faut pour aller là où je veux aller. Enfin, que ça soit par exemple dans un cadre où vraiment c'est une entreprise que je mène toute seule ou même dans une relation ou quelque chose comme ça. Pour moi, le fait d'être autonome veut dire être suffisamment consciente de là où j'en suis et de ce qu'il me faut pour avancer, tout Mmh. simplement. Voilà. C'est avoir cette clarté et cette conscience. Mmh. Mmh Cette mh. conscience. Non, Mmh mais mh. c'est une bonne manière de se rendre compte, déjà, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme manière de Ouais. faire. Moi, c'est vrai que l'autonomie, comme j'ai dit, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de Mmh comprendre mh. quand est-ce que j'étais autonome. Maintenant, j'ai l'impression que j'associe beaucoup autonomie avec ma capacité à faire des choix. Mmh. Ça Mmh. rejoint ce que tu dis, en fait, à Oui, faire des oui. choix éclairés. C'est-à-dire que même si je dois, par exemple, demander de l'argent à quelqu'un, Mmh. bah, je sais pourquoi je le demande Mmh. et peut-être que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser, à beaucoup, prendre des responsabilités qui sont pas les miennes Ouais. et depuis que j'essaie de voir l'autonomie sous cet angle de vue, je trouve que c'est un peu plus facile, Mmh mh. finalement, de pas être pris dans le piège de la culpabilité, par exemple. Mmh. Oui, grand sujet. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que quand on est enfin, moi, quand j'ai l'impression d'être autonome, j'ai l'impression de savoir où est le cadre dans lequel j'ai envie d'agir et donc du coup, je suis beaucoup plus pa capable de, articuler mes besoins, mais aussi les limites. Oui. C'est un petit peu ça, ouais et en yoga, on va en parler, c'est un petit peu pareil Tout à finalement. fait. De toute façon, tout va se rejoindre. Mais c'est vrai que là, on a parlé des difficultés et je pense qu'on va être, dans la seconde partie qu'on voulait aborder et c'est une partie un peu plus compliquée. Et j'avais envie de commencer cette seconde partie en évoquant le triangle de Karpman, triangle Oui. dramatique. Alors, disons que je le connais pas. C'est quoi le triangle de Karpman? Pour simplifier, donc c'est un psychologue, Mmh mh. Karpman, qui l'a, inventé, je crois, dans les années 1968, enfin inventé. En fait, il a décrit c'est un modèle, en fait, pour permettre de mieux Mmh. comprendre ce qui se Mmh. joue dans des relations qu'on qualifie de toxiques, OK. dans des relations conflictuelles. Mais elles peuvent être dans le cadre du travail, dans le Mmh. cadre personnel. Souvent, on prend l'exemple de, la relation amoureuse, par exemple. Mmh. Et donc on va avoir 3 protagonistes Mmh. dans ce triangle, donc le sauveur, OK. dont on va un petit peu parler, la victime Mmh. et le persécuteur, le Mmh. bourreau. Et il faut bien comprendre qu'en fait, dans ce triangle, les rôles peuvent évoluer. Mmh. C'est-à-dire que si les rôles ne sont pas fixes, et en fait, souvent, on se rend compte, en changeant un petit peu son angle de vue,
qu'on peut parfois prendre 2 rôles ou que quand la Mmh. situation évolue, en fait, les rôles aussi peuvent changer. On ne reste pas Mmh. tout le temps victime. Parfois, de victime, on peut passer Mmh. à sauveur. Mmh. Et donc, c'est une grille de lecture, j'ai envie de dire, Mmh. pour essayer de décortiquer certaines relations toxiques dans lesquelles on peut parfois être empêtré. Mmh. Et en fait, le rôle du sauveur, je trouve qu'il est intéressant dans la mesure où, quand la personne prend le rôle de sauveur, elle va venir en aide Mmh. à d'autres personnes, souvent à la victime, Oui, je sens où est-ce que ça va. mais sans que la victime ne lui ait forcément demandé son aide. Mmh. Donc en fait, d'un point de vue extérieur, on peut dire c'est plutôt une bonne chose Mmh. de venir sauver, de venir apporter son aide, mais finalement, si la personne n'a pas demandé Mmh. d'aide, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est pas juste une manière narcissique de gonfler son ego Mmh. ou de faire en sorte de se sentir mieux? Mmh. Finalement, en aidant, est-ce qu'on aide vraiment la personne ou est-ce qu'on s'aide soi? Après, on est tous empêtrés dans des relations comme ça. Moi la première, toi la première, je pense aussi. Enfin, c'est pas pour se blâmer, c'est juste Mmh. pour prendre conscience de ce qui se passe. Et en fait, parfois, quand on prend le rôle de sauveur, ça peut aussi être en tant que prof de yoga. Ça peut arriver. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève l'autonomie à la personne. On s'impose à elle comme ayant, nous, les Mmh. réponses, Mmh. ou en tout cas comme étant la seule personne capable d'être sauvée. Et si on a en Mmh. face de nous une victime, Mmh. dans ce cas, la personne va accepter le fait qu'on lui enlève son propre libre arbitre, en Mmh quelque mh. sorte. Mmh mh. Oui, alors bien évidemment, là, peut-être on parle des extrêmes, mais c'est Exactement. vrai Mm. que quand on parle de ce qu'on fait, c'est-à-dire, des professeurs de yoga, on a très souvent et moi la première, c'est vrai que très souvent ça part d'une bonne intention. Quand on a envie d'enseigner le yoga, de proposer ça comme pratique, on a envie d'aider les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de ça Exactement. quand on part, dans ce type de profession. Mais il faut faire attention, justement, comme tu dis, à ne pas rentrer dans ce rôle qui ne nous appartient pas et rôle qui de toute façon ne nous définit pas Mm. par essence aussi. Donc il faut faire du yoga quand on pratique, quand on est dans ce rôle de yoga, pour ne pas se mettre vraiment dans cette relation: «Je suis prof de yoga parce que j'ai envie de sauver le monde», Oui. presque. Et donc je Mm. vois pourquoi tu parles de ça, effectivement. Et parce qu'on a enfin, je pense que la plupart des profs de yoga, et peut-être toi aussi, on vient au yoga dans l'enseignement, je veux dire, dans l'idée d'apporter quelque chose. Oui. Et c'est très bien, c'est très noble, tout ce qu'on veut, mais il faut toujours avoir en tête que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que si on pense faire le bien, jusqu'où on va aussi Mmh. parfois dans Mmh. l'accompagnement au niveau des élèves. Et là, je pense que c'est une porte d'entrée pour parler des ajustements, qui sont Yes. un grand, grand, grand sujet, tant au niveau de l'autonomie que au niveau du consentement. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent au niveau des ajustements. Est-ce que tu veux commencer un petit peu à exposer toi ton point de vue vis-à-vis des ajustements? Mais oui, bien sûr. Alors, si vous connaissez ou si vous avez déjà pratiqué avec moi, vous savez que je n'ajuste presque pas. Bon, déjà, j'adore enseigner en ligne. D'une part, parce que je trouve que ça permet effectivement de mettre une barrière physique, Mmh. enfin, par définition, dans l'enseignement, mais ça permet aussi à l'élève d'avoir son espace. Oui. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je voudrais, faire évoluer, hein, parce que j'adore enseigner en ligne, mais même quand je le fais en présentiel, j'ai l'impression que les personnes qui sont à partir du moment où je ne suis pas dans leur univers, sur leur tapis, près d'eux, bah, ils sont peut-être et ça c'est mon impression, hein, Mmh. parce que moi aussi du coup si je me place à nouveau dans cette place du sauveur, j'aurais peut-être parfois l'impression qu'ils ont besoin de moi Mmh. ou qu'ils sont tout seuls ou qu'ils ont alors que je peux utiliser ma voix pour les guider, pour proposer, pas pour, imposer une pratique, une posture et cetera et donc du coup je trouve que ne pas faire des ajustements, ça permet à l'élève de se rendre compte, petit à petit, évidemment ce n'est pas la méthode peut-être la plus, hem,
à court terme, peut-être pas la plus efficace dans le sens où il y a des postures, en fait, on a besoin de les connaître petit à Mmh. petit, on a besoin de tester différentes choses pour qu'on comprenne la posture. Et c'est vrai que les ajustements, un des gros points forts des ajustements, c'est que quand le prof arrive à guider l'élève avec ses mains pour l'aider à retrouver la posture indiquée, ça va beaucoup plus vite. Mais on enlève pour moi une énorme partie du chemin qui est quand même hyper intéressante, qui est celle de la connaissance, Mmh. la pratique, le développement de la patience, toute cette partie-là, en fait, qui finalement vont être clés quand on veut être autonome finalement dans sa pratique. Parce qu'à partir du moment où mes élèves, moi, c'est un petit peu aussi le but des cours que je donne, des programmes qu'on fait ensemble, c'est d'accompagner finalement les personnes qui pratiquent avec nous pour qu'elles deviennent autonomes. Bien sûr. Et tout cela ne peut pas être possible si on n'a pas en amont, pratiqué tous ces muscles de patience, d'exploration, de questionnement, de frustration. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait ce que tu veux dire et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est, extrêmement important, surtout, je vais dire une phrase tellement bateau, mais dans la société actuelle. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où Mmh. tout va beaucoup plus vite. Mmh. On a Mmh. envie que les choses aillent Mmh. plus vite et sur plein de points, c'est une très bonne chose. Enfin, je Mmh. pense qu'il faut pas non plus dénigrer tout ce que le progrès a pu nous Pas du apporter. tout. Mais on va plus vite. Mmh. On a moins d'attention, on a Mmh. moins de concentration. Mmh. Donc c'est évident que tout ce que tu décris et ce que je comprends, ce que je connais, ce Ouais. que je pratique dans le yoga, mais je prends par exemple la randonnée que je pratique depuis toute petite, il a fallu des années de Mais oui. patience, d'endurance pour arriver à monter des sommets de plus en plus Mmh. haut. Mais le problème, c'est que si on veut aller vite, dans ce cas, ça peut frustrer. Mais après, se confronter à la frustration, je pense que c'est quelque chose de super important et le tapis est un excellent laboratoire pour tester ça. Complètement. Après, c'est vrai que juste comment dire? On peut nuancer un peu au niveau des ajustements, manuels. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre de plus en plus en place, que Mmh. j'arrive pas toujours parce que parfois, en effet, comme tu dis, ajuster pour reproposer, en fait, une posture plus adaptée à la personne ou juste accompagner le Mmh. mouvement, ça peut aider beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est guidance, tactile, en fait, guidance Mmh. au niveau du toucher, peut être intéressante dans la mesure où au lieu d'amener l'élève dans le sens du mouvement au niveau des ajustements, on peut je vais prendre un exemple très simple, la posture du guerrier 2, au niveau de la jambe avant. Mmh. Souvent, pour certains élèves, on va avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Mmh. Parfois, c'est quelque chose de morphologique, c'est-à-dire que morphologiquement, les genoux rentrent un petit peu, Mmh. mais parfois, c'est juste que on n'a pas suffisamment mis de tension dans les adducteurs pour pousser un petit peu le genou vers l'extérieur. Mmh. Mmh. Donc là, de mettre la main vers l'extérieur du genou et d'indiquer à la personne pousse Mmh. vers ma main, ça peut être en fait le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire Mmh. qu'on donne, comme tu l'expliques, et je comprends la Mmh. guidance verbale, et à la fois on amène un élément de toucher kinesthésique avec la main pour Mmh. que la personne comprenne plus facilement. Parfois, ça Mmh. peut être plus simple de comprendre. Oui, Et oui. ensuite, il y a aussi autre chose que moi j'ai redécouvert en reprenant les études, mais en fait, on a tous des moyens d'apprendre, Mmh. de mémoriser, de comprendre différemment. Mmh. Et pour certaines personnes, l'oral est idéal, parfois ça va être le visuel, Mmh. donc parfois ça peut être aussi tout intéressant. Au lieu d'ajuster les lèvres en arrivant avec nos papates et en bougeant le bassin sans demander quoi que ce soit. Bon, bref, ça, j'espère qu'on le fera pas, mais voilà. Au lieu de faire ça, on peut montrer, juste montrer, bah voilà, au lieu d'avoir le bassin tourné, hop, on peut le mettre. Et ça peut être très intéressant. Mmh. Et je me souviens, par exemple, lors de la retraite, il y a eu une élève qui nous a dit, bah, moi, j'aime bien quand je vois le modèle, quand Mmh. je vois sur une personne. Et en fait, Mmh. dès qu'on a des personnes qui nous disent ça, tout de Mmh. suite, on sait quel canal de communication préférentiel on va utiliser. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple d'autonomie. C'est-à-dire que chacun dit, en fait, ce qu'il veut et ce Mmh. dont il a besoin. Oui, bah, complètement, mais c'est ça. Et c'est vrai que mais c'est là où tu parles de quelque chose qui pour moi est très important parce on en parle depuis le début et typiquement quand on parle du triangle de Karpman, la question du dialogue, Mmh. de poser la question, de savoir si quelqu'un ce n'est pas que qui alors, il n'y a pas que ça dans les relations, mais ça peut, quand on parle du triangle de Karpman, c'est parce que ça peut arriver. Oui. Et donc effectivement, dans un cours de yoga, le prof peut très facilement, parce que voilà, ça part des bonnes intentions, on l'a déjà dit, ça peut
plus facilement partir vers une position de ce qu'on appelle le sauveur. L'élève qui n'a peut-être pas autant de connaissances corporelles, du yoga, de la pratique, des postures, etc., bah, il peut partir plus vers le personnage du sauveur. Mais alors, pour briser du coup ce cycle, c'est vrai que là, tu parles d'un truc important qui est le dialogue. C'est-à-dire, Mmh. d'abord, demander à l'élève comment il se sent, qu'est-ce Ouais, qui se passe. Prendre le temps, pendant le cours, de dire, bon, se rapprocher de l'élève et peut-être lui dire comment ça va, comment tu te ouais, sens, à partir de là lui proposer. Et puis même, je pense que là aussi on parle, parce que quand tu parlais de la retraite, c'était un cadre où on pouvait discuter, tout à fait. débriefer de tout ce type de choses, mais ça parle aussi de l'importance parfois quand on est prof de yoga de connaître ses élèves, de rester peut-être un peu avant, un peu après le cours, pour savoir ce qui va les aider et quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition pour mieux les accompagner dans leur autonomie de la Mmh. pratique. Mmh. Et moi, je me souviens de, quand je donnais des cours en Haute-Savoie, je prenais des cours de yoga à Yangar avec plusieurs élèves Mmh. à moi. Et donc, en fait, c'est extrêmement intéressant aussi de voir les élèves réagir avec un autre prof, dans un autre contexte, parce qu'on a beaucoup plus le temps d'observer. Donc déjà, continuer à prendre des cours, ça c'est toujours bien, que ce soit en vrai ou en ligne, hein, Complètement. quand on enseigne, mais aussi parfois, si on a la chance de se retrouver avec des élèves en tant qu'élève, ça peut être un super moyen en fait d'arriver à galaner plein d'informations. En fait, il faut voir que c'est un peu la déformation que j'ai là depuis que je fais mes études d'ergothérapie, mais on nous demande énormément d'observer. Mmh. Et en fait, au plus on observe, en fait, on a déjà des réponses. Parfois, poser des questions, c'est vraiment intéressant, mais parfois, avec l'observation, Mmh. juste affiner un petit peu son observation, l'écoute active, c'est des clés, en fait, Complètement. qui vont aller dans le sens de l'autonomie, en fait, pour tout le monde. À la fois pour les élèves, parce que l'élève, Mmh. quand il va voir qu'on le connaît, entre Mmh. guillemets, dans ce cas, il va être beaucoup plus en confiance, il va peut-être oser davantage poser des questions, il va davantage oser être autonome en faisant des choix éclairés. Oui, c'est un cercle, vertueux qui commence à s'installer. Parce que c'est vrai que dans ce chemin de la connaissance du soi, alors très souvent, pourquoi on parle des ajustements? Pourquoi est-ce qu'on parlerait peut-être aussi de l'autonomie? Je pense que quand on est prof de yoga, il y a une des peurs qu'on a quand on est prof de yoga, c'est de blesser Mmh. nos élèves. C'est vrai que ça fait partie de notre responsabilité de faire en sorte de donner un cours le plus cohérent possible d'un point de vue anatomique ou voilà, pour ne pas amener les élèves dans une pratique où ils sont le risque de se blesser. Mais parfois, il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, quand on parle d'autonomie en yoga, qui est la différence entre la sensation et la douleur. Mmh. Quand on pose la question, quand un élève nous demande, voilà, j'ai envie d'être autonome, mais je ne sais pas comment adapter parce que j'ai mal ici. Et en fait, quand on pose la question, quand on commence à explorer, ou même quand l'élève commence à explorer, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de nuances et que dans cet accompagnement aussi, et ça fait partie du chemin de l'autonomie dans sa pratique de yoga, cette connaissance et cette différence, savoir faire la différence entre ce type de choses. Ouais, je sais qu'après la douleur, c'est tout un autre sujet, on pourra en parler Mmh. euh, peut-être dans un épisode séparément, mais c'est quelque chose qui est aussi important, je trouve. Je pense que tu mets le doigt, encore une fois, sur quelque chose d'essentiel et de super important. Et juste, même si je pense qu'on pourra développer peut-être un autre épisode sur la douleur, mais il y a une de mes camarades de classe qui a partagé son expérience en stage, où dans son stage, on lui demandait de Mm, pas demander au client: «Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as des douleurs?» mm. Donc d'utiliser tout le tout le vocabulaire, français qui est extrêmement, large, Riche. varié, riche, merci. On va avoir plein d'autres petits mots, adjectifs pour décrire, en fait, des sensations et c'est Mm, exactement ce que tu dis. Le truc, c'est que encore une fois, quand on va vite, on va plutôt dire: «Bah, j'ai mal à l'épaule» plutôt que: «Je ressens un engourdissement parfois, sous l'omoplate». Bon, je sais pas mais finalement, c'est ça la ouais. sensation ou un picotement, au niveau du genou quand je suis en guerrier et en fait, c'est arriver à dissocier la souffrance, quelque part, de la sensation et c'est vrai que, dans le cycle de méditation MBSR, il y a aussi Mm, un autre cycle, je sais MBST ou MBC, je ne sais plus, je vous dirai à la fin du podcast et en fait, c'est tout un accompagnement pour la j'ai même pas envie de dire pour la gestion de la douleur, gestion, c'est pas le bon mot, mais pour la compréhension de la mm, douleur et donc mm, finalement de dissocier ce qu'on mentalise
de la sensation qu'on ressent. Mmh. Et je me souviens pendant mon cycle de 8 semaines de MBSR, on effleurait un peu la question et je m'étais fait, je ne sais plus comment, super mal au dos, dans le haut du dos. J'ai souvent un endroit en fait qui se bloque à ce OK. niveau-là et c'est très désagréable. Je dépense des fortunes en baume du tigre et parfois je vais chez l'ostéo et ça me fait le plus grand bien. Et donc j'étais dans cette phase où j'allais pas encore chez l'ostéo et j'avais pas mis du baume de tigre. Et on était assis pour méditer, mais c'était super difficile. Mmh. Et il y avait cette douleur. Je sentais ce point, etc. Et je sais pas pourquoi la prof de méditation a proposé le fait que, ben voilà, on va, si vous ressentez des douleurs, dissociez-les, juste observer la sensation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de lancinant, de chaud, mais au final que j'associais ça, et après je lui en avais parlé, on avait discuté, elle m'avait dit: «Mais est-ce que c'est pas en lien avec ta profession? Le fait que tu donnes des cours de yoga? Est-ce que ça t'angoisse pas? Parce que tu te dis: "Si Mmh. la douleur devient plus grande, est-ce que je pourrais continuer à donner des cours?" et cetera et Mmh. cetera. Mmh. Et je pense qu'il y avait une grande partie de ce qu'elle avait décrit, mais que moi, en fait, j'avais totalement occulté. Totalement, je m'étais dit: «OK, si je ressens de la douleur, ça me fait mal et cetera». Oui, mais est-ce que c'est ça que tu ressens vraiment? Et c'est un exercice qui est pas si simple que ça, mais qui est important en tout cas à avoir en tête quand on ressent justement des douleurs, et notamment en yoga. Se dire: Mmh. «Qu'est-ce que je ressens?» Parce que Mmh. parfois, c'est pas forcément de la douleur, ou parfois ce qu'on associe derrière, bah, vient d'autre chose en fait, tout simplement. Oui, oui, ça permet de prendre du recul et aussi de décortiquer ce qui se passe après. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. On parle encore une fois, hein, de la relation, prof-élève, mais c'est vrai que quand ça arrive et moi ça m'est arrivé, hein. Moi j'ai commencé le yoga parce que j'avais mal, Oui, heu et j'attendais aussi du prof qu'il enlève ces douleurs oui. et en fait, très vite, je me suis rendu compte que, ben non, en fait, le chemin était plutôt de me connaître, de savoir ce que moi je faisais, ce que je pouvais faire sur le tapis pour que je puisse prendre un petit peu plus de distance. L'inconfort était toujours là, il est encore là, il y a des jours où il est encore là, mais je ne dépends plus du prof, quoique peut-être encore de temps en temps. Je sais gérer sans qu'il y ait par exemple un prof tout le temps avec moi, toutes ces sensations. Mmh. Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant. Donc on peut, ben justement, parlons du coup d'autonomie et de yoga. Donc on arrive en effet à la troisième partie sur l'autonomie et le yoga. Et c'est quand même une grosse, grosse question en yoga. Pour plein, plein de raisons qu'on va évoquer ci-après. Est-ce que tu veux commencer à nous parler un petit peu de toi, comment tu envisages l'autonomie en yoga? Alors pour moi, l'autonomie en yoga, c'est encore une fois, si on revient sur la connaissance du soi, sur le fait d'accepter qu'on est dépendant des choses, l'univers, les autres, peu importe. Quand on est sur un tapis de yoga, a priori, on est dans une pratique où on est seul. Enfin, même s'il y a le prof qui nous Oui. guide ou quelque chose comme ça, on est enfin dans ce petit espace. Après, il y a qu'une personne, il y a que nous. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas dépendre ou on ne peut pas utiliser des accessoires pour nous accompagner, pour nous aider dans la pratique. Et c'est là où je trouve, et je sais que c'est ton cas aussi parce qu'on travaille ensemble sur tous ces sujets, l'utilisation des accessoires peut être vraiment précieuse pour la pratique du yoga et même pour nous aider à être autonomes. C'est-à-dire que parfois, une posture par nous-mêmes, on peut pas la faire, mais avec que ce soit une brique, une sangle, un bolster, enfin des choses qui peuvent nous aider à mieux sentir, ressentir la posture, ben là, on pourra devenir autonome. On pourra être dans un état où on est suffisamment conscient pour faire des choix Mm. et pour faire des choix mieux éclairés, enfin, voilà, et donc du coup continuer dans sa pratique, continuer son chemin de yoga. Mais c'est, enfin, moi de toute façon au niveau des props, au niveau des blocs, bolsters, murs, tout ce qu'on veut, je suis totalement biaisée. C'est le yoga Iyengar qui m'a totalement convaincue Mhm. de leur utilité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un accessoire. Certes, je pouvais être dépendante de lui, Mm. c'était ok. Par exemple, je pense aux couvertures pour la posture de la chandelle. Moi, je veux plus faire la posture de la chandelle sans couverture, Mm. ou sans une chaise, un bolster, trois murs, quelqu'un. Je ne veux plus, dans la mesure où j'ai découvert la posture de cette manière, Mm. et que c'est vraiment une posture que j'apprécie pas forcément, mais de cette manière, je sens qu'elle est bénéfique. Je Mm. sens qu'elle me fait du bien, je Mm. sens que je peux ressentir des choses qui sont agréables et que je peux progresser Mm. Mm. dans la posture.
Et je pense que ça va être un peu, peut-être un gros mot qu'on va mettre là, mais je pense que dans une certaine mesure, on continue à faire du yoga année après année Mmh. parce qu'on voit une certaine progression. Et la progression, elle peut prendre diverses formes. Ça peut être plus de connaissance de soi, ou une Mmh. connaissance de soi un peu plus éclairée. Ça peut être plus de compréhension, plus de maîtrise Mmh mh. dans les asanas. Je pense qu'on peut dissocier aussi la performance de la progression. Ah oui, complètement. La progression, c'est tout simplement pour moi quelque chose qui t'indique que tu avances dans ta pratique. Alors, très souvent, il y a des effets secondaires, Ouais. c'est-à-dire qu'on va voir peut-être des bénéfices au niveau du corps, au niveau de la santé, au niveau de plein de choses, mais au bout d'un moment, c'est vrai que si on pratique, si on est sérieux hein, dans notre pratique de yoga, on va progresser. Sans forcément, et toujours se rappeler que la progression n'est pas, voilà, j'arrive à faire une posture de dingue, parce que c'est toujours pas mon cas, hein, il y a plein de postures que j'arrive pas du tout à faire, mais effectivement, il y a quelque chose de très important dans l'idée de progresser. Et parfois, le yoga, je trouve, peut être à nouveau un laboratoire qui nous permet de faire ça, de cultiver un état d'esprit où on a envie de progresser. Encore une fois, la progression peut être mentale, pas forcément physique, mais effectivement, ouais. Et toi, justement, est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu là où tu as vu des progressions depuis que tu pratiques? Oui, alors moi je sais que par exemple, bah voilà, il y a des postures qui sont complètement pas du tout accessibles pour moi parce que voilà, amplitude de mouvement par rapport à certaines articulations. Il y a des postures qui sont encore très difficiles physiquement pour moi, mais parce qu'il y a aussi un élément peur. Je parle des inversions par exemple. En revanche, quand je pratique des inversions avec des accessoires, hein, ça peut être la chaise, qui est utilisée, je ne sais plus comment on l'appelle, cette Ah, chaise le qui nous fit-up? le fit-up, je peux ressentir les bienfaits d'une inversion Mhm. avec un fit-up et j'ai pas l'impression que ça m'enlève à que ça n'enlève pas de mérite par rapport à ce que je fais dans cette posture quand je suis sur le fit-up, par exemple. C'est un autre accessoire, mais il y a énormément de postures d'équilibre. J'utilise des blocs ou j'utilise, des supports pour, placer ma main, pour placer un pied, pour, voilà. J'adore moi le yoga restauratif, le Mhm. yin et cetera. Bah, moi ce que je cherche, ce n'est pas vraiment une progression peut-être physique qui vient, hein, qui est un effet secondaire parce que je suis prof de yoga, je pratique depuis longtemps, je pratique régulièrement donc forcément je vois des progressions physiques dans mes postures, mais plus au niveau de l'agitation de mon mental. Je vois par exemple que dans une posture de yin, je suis capable d'être dans une attention de plus en plus subtile. Je suis Mhm. capable de maîtriser la sensation et le degré de sensation dans une posture. Pour moi, ça c'est de la progression. Et c'est absolument fascinant. Et on a besoin de plein d'accessoires pour arriver justement à être euh, dans cet état dans la posture où c'est ni trop, ni pas assez Mhm. au niveau de la sensation. Pareil pour les postures d'équilibre. Enfin voilà, je prends un stémine parce qu'il y a plein de postures qui sont pas du tout accessibles à mon Non. corps. Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, ce que tu as dit par rapport au fit-up, ben moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que enfin, c'est bête, hein, mais je préfère pratiquer les inversions avec l'aide d'un mur Mmh mh, que d'un mmh. fit-up, dans la Ah! mesure où j'ai l'impression que j'ai plus la maîtrise. Ah! C'est bizarre, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, y a un truc que j'ai plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Ou pas du tout? ah ouais, c'est intéressant parce que moi alors le fit-up, pourquoi j'aime bien le fit-up? Donc je sais que quand je suis la tête en bas, je perds complètement enfin vraiment je Eh oui, perds complètement mes repères. ouais. Et donc du coup, on peut me dire, souvent l'indication qu'on me donnait quand je travaillais les inversions avec une professeure, c'était, heu: «Engage ton centre, Oui. tes abdos et ne cambre pas trop». J'ai tendance Mmh. à cambrer beaucoup. Eh bien, quand j'étais la tête à l'envers, tu pourrais me dire ça, je bougeais un genou, un pied. Enfin, je n'ai plus de notion de mon corps. En fait, je ne suis plus capable de dire où est Mmh. mon centre, en fait. Et le fit-up, ça m'a aidé à travailler ça. À retrouver ton centre. À retrouver mon centre. Donc sur le fit-up, je suis à nouveau, hein, dans cet environnement où je suis la tête à l'envers. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'étais capable de moduler avec beaucoup plus de conscience
le centre, les abdos, à engager les abdos. Et donc du coup, si on me disait, bah, il faut que tu gaines un petit peu plus, mais j'arrivais à un petit peu plus. Et maintenant, je le fais sans le fit-up, de façon peut-être un petit peu moins éloquente, enfin sur le corps, mais j'arrive à le faire mieux parce que je l'ai fait grâce au fit-up. Non, mais Tu c'est vois ce que je veux super. dire? Non, non, c'est super intéressant. Mais je trouve que les inversions, à ce que tu dis, on a la tête en bas, on comprend plus. Ça m'a fait penser à un événement qui m'est arrivé dans un atelier d'acro-yoga. Pendant quelques temps, j'ai pris des cours d'acro-yoga, c'était très sympa. En plus, on les faisait au parc quand il faisait beau. Et je me souviens du prof, du coup, qui était avec ma copine Émilie. Désolée, mais c'était vraiment trop, trop drôle. Et en fait, elle était dans une posture, enfin, si vous avez déjà vu l'acro-yoga, c'est toujours des Ah, trucs totalement ça incroyables. a l'air trop bien, mais ça, Ah bah, si tu veux, on en fera. j'ai peur. Et elle avait la tête en bas, donc elle avait la tête en bas. Et ensuite, le prof lui demande de pousser la tête en arrière ou que sais-je. En fait, l'indication, nous, Mmh. on comprenait, c'est-à-dire, nous, Mmh. on regardait la posture parce qu'il fallait ensuite qu'on la fasse. On n'a jamais réussi, hein. Donc, on comprenait ce qu'il voulait dire. Sauf que la copine qui était en bas, mais comme nous, ça nous arrive à chaque Mmh. fois, ne Mmh. comprenait plus ce Mmh. qu'il disait. Mmh. Donc, en fait, elle essaie de passer la tête là où ça rentrait pas, donc elle lui donnait des coups au niveau de son entrejambe. Enfin, je vous raconte. Et nous, au lieu d'essayer de l'aider, on était morts de rire. C'était comique. Et ensuite, il y a des gens qui se sont arrêtés, qui nous ont dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? On dirait de la torture». Enfin, c'était vraiment un grand moment. Il y avait un chien qui a piqué des chaussettes. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Mais Oh le pour moi, sketch. ça illustrait ce truc de quand on a la tête en bas, on sait Mmh. plus où on habite. Mmh. Et c'est très, très, très perturbant au niveau Mmh. des inversions. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer pratiquer les inversions au mur, même quand ça va, même quand je sais que je Mmh. pourrais les pratiquer en dehors du mur, parce que ça m'offre une stabilité, Ouais. parce que je sais jamais ce qui va arriver en fait. Mmh. 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 Ouais, c'est dingue, c'est une fois enfin, c'est l'illusion du contrôle, Oui, mais qui te permet peut-être et c'est ça qui est bien, c'est que tu sais que c'est ce qu'il te faut voilà. pour pratiquer en toute conscience. En fait et c'est là où je trouve que c'est intéressant peut-être aussi de revenir déjà à au pourquoi du comment. Mm, Finalement, quand on pense à l'autonomie en yoga, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du yoga? Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du yoga tout seul? Et la réponse sera différente tout à pour fait. chaque personne et ça sera très personnel. Mais très souvent, bah, la réponse ce n'est pas: «Bah, parce que j'ai envie de faire un handstand pendant 5 minutes, juste parce que» enfin, il y a des ou très souvent, ou en tout cas c'est ce que je ressens des élèves, des pratiquants, des voilà, de ma propre expérience, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de plus profond. Et finalement, quand on parle de puisqu'on parle d'autonomie, de connaissance de soi, je trouve que c'est important de revenir à la définition, à une des définitions du yoga selon la Katha Upanishad, qui est un des textes, qui est le premier texte où on va retrouver le mot yoga comme un ensemble de pratiques qui nous mènent à la libération. Et dans ce texte, on nous explique que le yoga, finalement, c'est cet état où on est capable de maîtriser nos Mhm. sens, où on est capable d'être dans un état où on voit, on observe consciemment. Si on reprend la définition exacte, c'est seulement lorsque le mental, couplé aux 5 sens, est parvenu à s'immobiliser et lorsque l'intellect ne vacille plus, que le but suprême, comme on l'appelle, est atteint. Cette emprise ferme et continue sur les sens, voilà ce qu'on appelle yoga. Et en fait, finalement, quand on fait du yoga, est-ce que ce n'est pas aussi pour retrouver notre centre? Un petit peu pour Exactement. revenir Ouais, aussi à ouais, à bien ça. sûr. Et une fois qu'on est là, une fois qu'on est dans cet état de yoga, eh bien, on pourra être capable de dire, OK, à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'agir dans ma pratique? Est-ce que j'ai besoin d'un propre, pas d'un propre? Enfin, pour être vraiment très, voilà, terre à terre. Après, on pourrait partir sur des trucs philosophiques dans ma vie, voilà, de quoi j'ai besoin, etc. Mais c'est ça finalement qui est intéressant dans la quête et la recherche de l'autonomie, mais aussi le fait que quand on est en fait en train de pratiquer le yoga, il y a un petit peu les 2 qui s'alimentent. Je sais pas si je Mais m'explique? c'est exact. Enfin, moi, ça me parle au niveau personnel parce que c'est vrai que je suis pas venue au yoga. Enfin, moi, ça fait quand même quelques temps. Là, ça fait 13, bientôt 13 ans, ouais, 13 ans que j'ai commencé le yoga. Ouais. Et c'est vrai que la première fois, j'y suis pas du tout allée dans l'idée de faire un Mmh. handstand ni quoi que ce soit.
J'y suis vraiment allée parce que j'étais stressée. J'avais Mmh. besoin d'un petit endroit de soupape. Mais au final, ce que ça m'a apporté, un bénéfice secondaire, mais que je cherchais peut-être, hein. Je pense que voilà, il y a du hasard, mais parfois quand on est attiré vers certaines pratiques, il y a quand même parfois une intuition Mmh. quelque part. Et c'est vrai que je ne savais plus du tout où j'étais. Je savais plus du tout, Mmh. ce que je faisais. J'avais vraiment un besoin en fait de me reconnecter à mon corps, de revenir aux sensations et à cette histoire de maîtrise. Et ça revient finalement au fait que j'aime pas le fit up parce que ça m'enlève cette Cette sensation, maîtrise. cet ancrage dans le Mmh. sol ou contre un mur, ce côté tangible en fait Mmh, de mmh, la mmh. matière qui pour moi est important en fait et primordial finalement pour que je puisse progresser, Mmh. pour que je puisse avancer. Mmh. Et je pense que très souvent, même si on vient au yoga en disant: «Je veux faire, Sirsasana sur la plage», Pourquoi? oui, mais on découvrira toujours autre chose. Moi, Mmh. c'est souvent ce Mmh. que j'ai Mmh. remarqué. Mmh. Souvent, il y avait des personnes qui vont être très, très friandes de postures, dites challenge et cetera. Mais très souvent, le discours change au fur et à mesure des Mmh. années. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est un temps pas toujours très agréable Mmh. d'observation de soi. Et finalement, Mmh. si on ne s'observe pas, on peut pas prendre des bons choix, on peut pas faire des choix éclairés, on peut toujours avancer, mais ce sera beaucoup plus difficile, je Mmh. pense, de pas tomber dans certains écueils. Oui, et là, je pense que tu trouves c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il faut accepter aussi que dans cette quête de l'autonomie, du yoga ou autre, il y aura toujours une étape de transition où Oui. on est complètement perdu, où on est complètement, ouais, on est complètement, perdu et on a besoin d'être guidé, on a besoin d'aide, Mmh. on ne saura pas où on est. Et c'est pas grave, c'est bien, ça fait partie de cet apprentissage. Il faut juste, voilà, pour revenir au tout début, ce n'est pas le chemin le plus sexy, mais parfois il faut du temps, de la patience et passer par cette étape de frustration. Exactement. Beh, en fait, c'est une étape qui nous aide à comprendre quelque Mmh. part. Mmh mh. Et c'est vrai que, pour en revenir à ce que tu as dit, c'est parfois on a besoin d'aide Mmh. et parfois on peut aller voir des profs, on peut suivre des Mmh. formations, on peut acheter un bouquin, que sais-je. Être autonome, ça veut pas dire être tout seul dans son coin. On Non, a bien développé ça au début et c'est vrai que quand on va suivre des formations, quand on va suivre des programmes, quand on va complètement. c'est vraiment pour trouver quelque chose, trouver une clé qui nous manque, Mmh. etc. C'est vrai que notre prochain programme, notre programme actuel, Yoga Ma Création, on l'a vraiment créé avec cette idée d'apporter des outils, d'apporter des Mmh. clés pour que les élèves et les profs arrivent à comprendre quoi mettre en place sur le chemin de l'autonomie. Exactement, exactement. On donne des blocs, peut-être métaphoriques, pour pouvoir construire et créer et apprendre à, adapter finalement le yoga à ses besoins. Et sur ce chemin de l'autonomie, c'est vrai que ça va être toujours important de rappeler Mmh. le fait de se remettre en question et le fait de remettre en question ce qu'on De apprend. mmh. Mmh mh. Je pense que c'est important de parfois faire des points d'étape par rapport à nous. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait? Quelles sont nos certitudes? Est-ce que nos certitudes sont vraiment immuables ou Mmh. pas? Et est-ce que le prof qui est devant nous ou est-ce que l'enseignement qu'on reçoit, est-ce qu'il n'y a pas des nuances à apporter parfois? Est-ce Mmh. que j'ai envie de tout prendre d'un bloc? Est-ce que j'ai envie de vérifier? C'est parfois, on en revient à ce que tu dis, hein, le chemin de la patience, de la frustration, parce qu'on aimerait croire quelqu'un qui nous parle tout de suite, voir ses paroles, mais je pense que l'étape de vérification est toujours Mmh. nécessaire. Ouais, complètement, complètement. Oser, en tant que prof, oser que la proposition ne va pas, qu'on fait, correspondre à tout le monde. Et donc laisser la liberté aussi à l'élève pour qu'il se sente en sécurité pour faire ses propres choix. Et effectivement, en tant qu'élève, être capable de discerner, de savoir à quel moment le prof est en train d'aider dans le chemin, dans la pratique, et à quel moment ce que le prof propose n'est pas adapté pour nous. Mmh. Et c'est aussi, hein, tout le but, des programmes qu'on crée ensemble, de revoir, de voir ensemble comment est-ce qu'on peut adapter, ne serait-ce que parfois les postures de base, hein. Bien sûr. Quand on voit certains cours où l'idée et l'essence du cours, c'est d'aller, pas vite, mais je veux dire d'aller dans un rythme plus soutenu. C'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps dans ce type de cours, dans ce type de style de yoga, de questionner, proposer, adapter. Donc il suffit aussi peut-être parfois de prendre un petit peu de temps à part pour se dire: «OK, là cette fois-ci en temps réel sur le cours que j'adore, où j'adore bouger au rythme de la musique, au rythme du prof et cetera,
je me sens pas forcément bien, donc j'ai envie de faire quelque chose, qui me correspond plus, mais j'ai envie de savoir et d'explorer, ce qui ne va pas, Mmh. pour savoir ce que je pourrais faire à la place de, en live, le cas échéant. Et c'est pour ça qu'on propose, c'est pour ça qu'on crée ce type de programme. C'est vraiment un accompagnement, ce n'est en aucun cas un substitut, par exemple, des cours que vous suivez, enfin, ou que les gens suivent en studio, en ligne, et cetera. Mais le fait de pouvoir poser de questions, de se sentir vraiment à l'aise pour se questionner, c'est quelque chose aussi qui va être fondamental dans ce chemin vers l'autonomie, Mmh. de sa pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les lives. Voilà, c'est ça, c'est la nouveauté finalement par Mmh. rapport à Yoga Mon Amour. Mmh. On a vraiment envie de créer, des rendez-vous live, donc 6 rendez-vous, donc qui sont thématiques et où on a vraiment envie Mmh. d'échanger avec vous, de proposer aussi en début de live des sessions un peu plus d'approfondissement sur un C'est sujet ça. qu'on a choisi, enfin qui nous semble en tout cas hyper important toutes les 2. Et ensuite de pouvoir échanger. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, on n'a pas toujours le temps de poser des questions, Mmh. mais c'est normal et c'est OK. Et voilà, après on a une vie, on peut pas prendre 4 heures forcément tous les jours pour avoir 1000 questions au niveau du yoga. Et du coup, c'est un complément, comme tu l'as bien expliqué, de tout ce qu'on fait à côté, de notre pratique. C'est juste une manière de comprendre peut-être un peu mieux. C'est comme si on voulait revoir les fondations de la maison et faire en sorte qu'elles soient un peu plus solides, de voir s'il C'est y a quelque ça. chose à modifier, bah de peut-être remettre un petit peu de ciment là où on voit des petites fissures apparaître. Oui, c'est ça, en revoyant vraiment, bah, les ingrédients de base, enfin, c'est-à-dire les postures, les transitions, la respiration, la méthodologie ou les trames qu'on peut utiliser pour créer même ses propres séances à la maison. Ce sont des choses vraiment qui nous tiennent à cœur et Mmh. qu'on a envie de, bah, de partager avec vous. Et c'est pour ça finalement qu'aussi on en parle beaucoup dans les programmes. Enfin, on parle beaucoup d'autonomie et de tous ces sujets qui Mmh. sont passionnants. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on va tranquillement partir vers la conclusion. Oui, il est temps. C'est vrai que pour conclure cet épisode, Mm, on avait envie de faire un rappel, mais très important, sur l'apprentissage. mm, Apprendre prend du temps. Apprendre à être plus autonome prend du temps. Et c'est parfois frustrant. On a parfois envie que ça aille plus vite. Parce que peut-être qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on perd cette capacité de débuter, mm. cet esprit du débutant. Et peut-être se rappeler que rien n'est fait en un jour et que tout va demander de la patience, que tout va générer des frustrations et qu'on va évoluer au fur et à mesure suivant ses phases, suivant ses stades, pour petit à petit pouvoir placer les briques, pour reprendre ta belle image, Laura, de placer vraiment une fondation solide Mm. pour notre pratique. Oui, complètement. Pour revenir à la définition autonomie et dépendance, donc oui, parfois on a besoin d'aide et c'est bien d'être accompagné par des profs, tout en sachant que vous soyez, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, prof ou élève, tout en sachant que le rôle du prof est un rôle qui est assez particulier, est un Mmh. prof de est un rôle de guide, de quelqu'un qui va proposer et devenir autonome dans sa pratique, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut demander de l'aide au prof, quand est-ce qu'on peut prendre justement les conseils et quand est-ce que on est pas forcément aligné avec, ce qui nous est proposé. D'ailleurs, à ce sujet, on aura une conversation qu'on va partager avec vous, très bientôt autour, de ce qu'on appelle les gourous et qu'est-ce que c'est et Mmh. cetera. Donc, voilà, restez, Rester connecté. exactement. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que ça peut paraître simple de se dire: «Oui, ça prend du temps, Oui. c'est difficile, être autonome». C'est quoi la clé? La clé, je pense qu'il y en a plusieurs. Non, mais c'est Évidemment. vrai, il y en a pas qu'une en fait et c'est vrai que c'est dommage, enfin, parfois je pense on cherche une recette Mmh, miracle mmh, et ça, moi, j'avais aussi expérimenté en naturopathie, on va chercher le truc mmh. qui fait tout, mais il y a pas un truc qui fait tout Complètement. et en fait, la chose la plus difficile et c'est quelque chose que je vois aussi en ergothérapie, ça va être parfois l'environnement, ça va être Mmh. parfois l'état d'esprit, ça va être parfois enfin, il y a plein, plein, plein de facteurs qui influencent et c'est vrai qu'il y a un facteur qu'on pense peut-être être, acquis, enfin qu'on ne peut pas modifier alors qu'on peut le modifier, ça va Mmh. être notre état Mmh. d'esprit vis-à-vis de l'apprentissage. Mmh. Combien de fois on peut se dire: «Non mais de toute façon moi j'apprends pas vite». Mmh. En fait, qui nous a dit ça? Est-ce que Ouais. c'est nous qui nous sommes auto-mis cette étiquette? Est-ce que c'est un prof qui nous l'a mise? Au final, tout peut être modifié. Notre cerveau a cette plasticité cérébrale qui est extraordinaire, qu'on ne comprend pas
exactement comment est-ce que ça peut aussi bien fonctionner, mais ça fonctionne. Mmh. Donc on peut modifier nos réseaux d'apprentissage, on peut modifier peut-être, en grande partie, notre état d'esprit. Et ça, c'est vrai qu'on a envie d'avoir une discussion avec vous sur ce sujet, autour d'un livre qui nous a toutes les deux beaucoup, beaucoup plu, qui Mmh. nous a changé quand même certaines petites visions qu'on avait, le livre Mindset de la chercheuse Carol Dweck, qui est vraiment super intéressant. Excellent, Et on pourra aussi lier tout ça au yoga, parce que tout à fait. en yoga aussi, les questions d'état d'esprit sur notre tapis. Complètement. Donc on se retrouve pour la prochaine discussion. On se retrouve pour la prochaine discussion. Merci Lisa. Merci beaucoup Laura. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Ah, c'est toujours un plaisir d'être chez toi en plus. À bientôt. À bientôt.